Mais où est-ce qu'il est? Il a bien dû passer par là aussi quand même. Ah, je vais bien finir par trouver des signes, des indices. Vous voulez bien m'accompagner? Je vous emmène, on part tout de suite ensemble sur les traces de Jésus à Metz. Bonjour Pierre. Bonjour Christelle. Alors vous êtes messin, habitant de la ville de Metz, et vous êtes aussi passionné d'histoire. Alors c'est pour ça qu'on a voulu commencer cette émission avec vous. Première question, cet édifice qu'on voit sur toutes les cartes postales de la ville, alors par un plus grand soleil normalement, et qui est derrière nous là, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce bâtiment? Oui, bien sûr. C'est un monument emblématique d'abord, et c'est le temple protestant le plus important de la ville. C'est assez rare qu'un emblème d'une ville en France soit un édifice protestant. C'est vrai. Et alors comment s'appelle-t-il ce temple? Temple neuf. Le temple neuf. On peut aller le voir d'un peu plus près ce temple? Bien sûr. Le protestantisme renaît à Metz avec le Concordat en 1801, un traité d'État à État entre le Vatican et l'État français. Alors aujourd'hui, on dit qu'en Alsace, on est en zone concordataire. C'est lié à ce traité? Oui et non. Le traité offrait aux résidents d'Alsace-Moselle que l'Empire allemand souhaitait annexer la possibilité d'opter pour la France. De rester français? En abandonnant sur place leurs biens. Ah, ils pouvaient rester français, mais pas à Metz, Oui. qui était devenue allemande. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, se développe une immigration allemande qui va grossir au fil du temps. Et cette immigration est composée essentiellement de protestants, puisque c'était la religion dominante dans l'Empire allemand d'alors. On sent que ce passage de l'Allemagne à la France à plusieurs reprises au cours des siècles, ça a marqué la ville. Tout à fait. Quand en France, en 1905, passait la loi de séparation de l'Église et de l'État, Voilà. ici, c'était pas la France, donc la loi n'est pas passée. Les Allemands, effectivement, ont conservé non seulement le Concordat tel que l'avait voulu Bonaparte, mais aussi toute une série de lois françaises. Donc 1918, retour de l'Alsace-Moselle à la France. Et lorsqu'en 1924, le gouvernement français a voulu uniformiser la législation sur l'ensemble de son territoire et notamment sur les 3 départements recouvrés, eh bien, il y a eu une levée de boucliers extraordinaire. Tous les Alsaciens lorrains voulaient garder leur régime qui conférait quand même quelques avantages. Ça concernait les cultes, certes, mais aussi la sécurité sociale, des jours de congés supplémentaires, des droits locaux particuliers, voilà. Et nous arrivons place d'Armes. Place d'Armes. Alors là, vous n'allez pas me faire croire que c'est un bâtiment protestant. Non, pas du tout. Mais avouez quand même qu'il n'est pas banal qu'une place de cathédrale s'appelle place d'Armes. Oui, c'est vrai ça. C'est dire tout le J'imagine que poids c'est du lié à militaire l'histoire. dans la ville. C'est une ville très marquée par la présence militaire? Oui, tout à fait. Alors cette cathédrale a plusieurs caractéristiques. D'abord sa hauteur. C'est une des plus hautes de France, une bonne quarantaine de mètres. Voilà. Ensuite, une des plus vitrées. Plus de 6000 mètres carrés de vitraux qui datent du Moyen-Âge à l'époque moderne. Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait même des vitraux de Chagall dedans. Il y a des vitraux de Chagall dedans. Voilà. Et sa dénomination en découle, la lanterne du bon Dieu. La lanterne du bon Dieu, c'est son petit nom? Voilà. Et voici le fameux Graouli. Le quoi? Le
Le graouli, un mot qui à lui seul fait frémir. Regardez-le. C'est le dragon, là? C'est un dragon ailé, aux dents acérées, aux griffes déployées. Et la légende raconte qu'il terrorisait les Messins dans les temps anciens. Et la légende, toujours, dit que Saint-Pierre, conscient de ce qui se passait à Metz, envoya un de ses disciples, Saint Clément, à Metz, pour débarrasser la ville de cette horrible bête. Effectivement, il fait un peu peur, quand même. Mais alors pour vous, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans la ville de Metz ou dans votre vie, qui est Jésus? Que représente-t-il? Essentiellement, quelqu'un qui s'est donné pour les autres. Et je crois que c'est une dimension que le christianisme met bien en évidence, plus que les croyances en elles-mêmes, la responsabilité vis-à-vis des autres. Est-ce qu'en tant que médecin, vous avez un peu donné aussi de vous aux autres? Je crois. Vous m'avez raconté l'histoire de Metz qui a été faite aussi de toutes ces vagues d'immigration allemande, protestante. En fait, l'immigration, elle continue au XXIe siècle. La ville, elle continue à s'enrichir de tout ça. Et donc, je vous propose de m'accompagner dans un atelier qui est proposé par la pastorale des migrants du diocèse de Metz et qui accueille tous ces nouveaux arrivants dans la ville aujourd'hui. Bien volontiers. De la grâce. Bonjour. 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 Bonjour Corinne. Je vous présente Pierre qui vient de me raconter l'histoire de la ville de Metz. Pierre, je vous présente Pierre. Corinne qui est responsable de la pastorale des migrants du diocèse, c'est bien ça? C'est ça. Enchanté. Et donc on est là dans un atelier. Puis nous préparons un grand événement avec différentes ventes qui vont se faire avec tous ces petits objets de Noël. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'en Moselle, les gâteaux de Noël ont une importance folle. Et donc il y a eu un atelier de gâteaux, des petits sablés à la noisette, aux noix. Le travail manuel est une occasion d'échange et d'ouverture. Oui, et puis au fond, dans leur parcours d'asile, ils sont toujours en train de demander à manger, des vêtements, etc. Ici, c'est pas ça. Je n'ai rien à donner. Je leur demande tout et moi, je n'ai rien à donner. Et au fond, c'est eux qui proposent voilà, de participer et viennent spontanément. Et ont cette espèce de gratuité dans leurs dons. Est-ce qu'ils arrivent à échanger entre eux de ce qu'ils ont vécu? Par exemple, les personnes d'Ukraine et les personnes d'Afghanistan, de Syrie, où c'est compliqué? Pas beaucoup, pas beaucoup. On est vraiment dans une vraie retenue par rapport à leur parcours. Mais par contre, je pense à des personnes que je connais depuis longtemps, des Soudanais en particulier, qui viennent maintenant et qui racontent ce qui s'est passé, par exemple, dans leur parcours, quand ils ont été emprisonnés en Libye. Et au fond, j'ai appris dernièrement, de la part d'un jeune Soudanais qui est là depuis 7 ans, des choses que je percevais sa souffrance, mais qui maintenant sont en train vraiment d'exploser avec une souffrance qui ne parvient pas à calmer. C'est-à-dire qu'au départ, ils ne parlent pas aux guerres de leur passé. Ouais. Et vous les accueillez comme ils sont, là où ils en sont dans leur parcours? Ils savent que mon bureau est ouvert et viennent quand ils veulent pour parler. Chacun a une souffrance qui lui est propre et au fond, la souffrance de l'autre fait revivre quelque chose d'infiniment douloureux dans leur propre parcours qu'ils n'ont peut-être pas envie d'entendre. Toutes les guerres et tous les départs sont sujets à des souffrances voilà, qui peuvent peut-être exprimer peut-être plus individuellement. Et donc ici? Alors là, nous sommes à l'atelier bois. Vous faites du petit bois pour le feu? Voilà, pas du tout. Nous sommes en train de fabriquer des petits fagots et des crèches. Et Vous participez Jamil. active. Bonjour Jamil. Bonjour. Vous venez d'où, vous?
De Afghanistan. D'Afghanistan. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 6 ans qu'on est en France. Et vous avez appris le français dans le cadre de la pastorale des migrants? Oui. Vous ne saviez pas un mot de français au départ? Non, on a commencé petit à petit. On a fait les efforts avec notre prof bénévole. Oui, il y a des surtout, cours d'alphabétisation aussi à la Madame pastorale. Corinne qui nous encourageait. Merci. C'est quelqu'un qui sait tout faire. Dès que nous avons un petit problème dans nos salles de classe, il répare tout. Et ça va être son métier plus tard de travailler effectivement, de travailler effectivement dans une copropriété, puis de réparer tout ce qui a besoin d'être réparé. Il sait tout faire. Et avant, en Afghanistan, vous faisiez quoi comme métier? Je suis un technicien de laboratoire médical. J'ai travaillé pendant 10 ans pour les armées d'Afghanistan dans un grand hôpital. Ici, mon problème, c'est équivalent du diplôme. Est-ce que c'est difficile de devoir travailler dans le bâtiment alors que c'est pas sa formation? Bien sûr, c'est complètement différent. Fais voir. Et sans rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres. Alors, c'est pas un Père Noël? C'est une Mère Noël? Oui. Nous sommes juste un petit marchepied. Sur 2 ans, 3 ans, peut-être plus s'il y a des difficultés, mais on les voit tout d'un coup exploser, travailler, avoir des enfants, et on se dit ça y est, ils sont. La vie recommence. Voilà, la vie recommence. Enfin, on a finalement un bilan presque joyeux pour des personnes qui sont souvent arrivées en vrac, comme on dit. On vous a fait une petite table de présentation avec un échantillonnage de tout ce que vous nous faites. avons fait. Et puis vous avez Et des puis crèches là, qui sont on magnifiques. a des crèches qui ont donc été faites aussi, toujours avec ces branches de noisetier, des petits personnages qu'on a trouvés. C'est des pinces à linge. Des pinces à linge. Et puis, si vous avez envie de découvrir d'autres crèches, le diocèse, avec le service justement de la pastorale du tourisme, tous les ans propose une route des crèches, voilà, en suivant l'étoile. Et en fait, il y a des crèches à voir absolument partout en Moselle. Et puis, en fait, tout près d'ici, il y a l'église Sainte-Thérèse, où il y a aussi une belle crèche. Qui fait partie de la route des crèches? Voilà, je vous y emmène alors. D'accord. Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir accompagné. Ce périple de la route des crèches vous amène jusqu'ici. Et voilà, l'étoile brille. Je vais arpenter cette route des crèches alors tout autour de la ville de Metz. Et avant de vous quitter, Corinne, moi j'avais envie de vous demander, pour vous, qui est Jésus dans votre vie? Jésus, voilà, il est né dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place. Alors, quand on s'occupe des migrants, quand on s'occupe de l'accueil des migrants, on y pense souvent. Et puis on sait qu'après, avec ses parents, il va y avoir la fuite. Donc voilà, C'est un migrant. Jésus est un migrant. C'est surtout cette fragilité de l'enfant Jésus qui me porte, qui fait porter mon regard vers toutes ces personnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne route. Merci, Corinne. Parmi les nombreux migrants accueillis à Metz cette année, 250 Ukrainiens qui sont arrivés par des bus affrétés par la ville. Ce voyage a été organisé entre autres par un homme bien connu ici, Raphaël Pitti. Il est médecin et conseiller municipal. Et depuis 2014, cet homme de conviction et de foi a multiplié les voyages. Il en a réalisé plus d'une trentaine en Syrie, au Liban, en Ukraine cette année, pour y former les médecins locaux sur place à la médecine de guerre. C'est un choix qui est directement lié à sa foi chrétienne, comme il nous l'a expliqué lors de notre rencontre au Grand Hôpital de Metz, l'hôpital Robert Schuman. La guerre est une catastrophe humaine. À tout moment, votre hôpital peut être bombardé. À tout moment, la situation militaire sur le terrain peut se retourner. Votre hôpital se trouve à ce moment-là submergé par le nombre de blessés qu'il a à prendre en charge, alors que d'autres sont encore en train d'arriver. Voilà, ce qui rend la situation de la guerre si compliquée, c'est cet aspect aléatoire, constant, et dans lequel il faut trouver en permanence le bon compromis.
À Djibouti, il y a eu un certain nombre d'attentats, de terrorisme, où j'ai eu des afflux de victimes et il a fallu faire des choix. Alors, les morts ne me perturbent pas parce que je ne me sens pas responsable des morts qui sont là. Par contre, ce qui me pose problème, c'est de décider de qui va survivre, de qui ne va pas survivre, c'est-à-dire de tous ceux que j'ai laissés mourir, considérant que si je les prenais en charge, d'autres allaient en pâtir. Et donc, ce sont ceux-là qui me perturbent encore maintenant, quelquefois dans mon sommeil. C'est bon pour nous, on peut y aller? C'est OK? Le dernier voyage nous a amenés jusqu'à Kharkiv, c'est-à-dire à 32 km de la frontière russe, où nous avons formé un certain nombre de médecins ukrainiens à l'utilisation de l'échographe, qui est un élément fondamental pour assurer un meilleur triage. Former, c'est fondamental parce que ça sauve des vies. Je ne me situe pas du tout dans la démarche qui consiste, comme anesthésiste réanimateur, d'aller dans un pays pendant 2 semaines et faire de l'anesthésie-réanimation avec mes collègues étrangers. De ce fait, quand je sors, je ne suis plus là. Alors que si je forme, manifestement, je vais aider d'une manière continue. Et donc la formation me semble essentielle dans ces situations-là. C'est apprendre à pêcher vaut mieux que donner le poisson. Il y a 2 lois fondamentales qui sont très importantes. Et le Christ le dit. 2 choses qui sont les plus importantes. 2, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et deuxièmement, aime l'autre comme toi-même. C'est clair? Il n'y a pas d'autre loi. On pourra y mettre ce que l'on voudra après comme dogme, etc. Mais les 2 lois fondamentales sont celles-ci. Dieu et les hommes. Il y a eu des moments qui ont été des moments difficiles. Ça, c'est évident. La guerre du Golfe en a été une, où je suis resté 6 mois dans le désert à attendre. Le taux de mortalité elle était très important. Peut-être que j'aurais dû mourir. Et je n'ai pas accepté ma mort à ce moment-là. Je ne l'ai pas accepté parce qu'il ne m'a pas semblé que défendre le pétrole, d'accord, était quelque chose pour lequel je devais donner ma vie, sachant que j'avais 5 enfants en bas âge et j'avais pas du tout envie de donner ma vie pour ça. Pas du tout. Et donc, ça a été une vraie révolte pendant 6 mois, très difficile et je dois dire avec une colère très très importante. Pourquoi tu m'as mis là, quoi? Pourquoi est-ce que je suis là? Voilà. Et il se trouve que, avec le recul, j'ai vécu une expérience que je ne dirais pas du tout mystique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la veille de l'invasion terrestre, j'ai vécu quelque chose. Il était 1h du matin. À 1h du matin, j'ai été réveillé par la garde parce que je devais prendre un antidote des neurotoxiques. J'ai pris cet antidote, je me suis couché. Et à un moment donné, j'ai ressenti une paix qui m'a profondément envahi. Et cette paix, c'était par rapport à la mort. C'est-à-dire que la mort ne m'est pas apparue comme quelque chose d'important. Et une grande joie, j'ai ressenti une joie profonde, une libération totale, d'accord, et qui ne m'a jamais plus quitté. Ça, c'est clair, elle ne m'a plus jamais quitté. C'est-à-dire que la mort n'a pas de sens, elle n'a que la valeur qu'on veut bien lui donner. La vie se poursuit, ça n'est qu'un passage. Le temps de vie est ridicule par rapport à l'éternité. Pendant ce temps, il nous appartient de faire absolument confiance parce que là où nous allons, et dès lors que nous nous sentons guidés, il n'y a pas de risque. Bonjour Xavier. Bonjour Christelle. Alors Metz, c'est la ville militaire par excellence. Vous êtes assez bien placé pour le savoir puisque vous êtes un ancien officier assez haut gradé. Mais pour des raisons de confidentialité, on ne citera pas ce grade, on ne citera pas non plus votre nom de famille. Donc ce sera Xavier. Merci d'être là. Vous connaissez bien cette ville? Oui, pas mal. C'est une ville qui a toujours été marquée par le fait militaire. C'était une place forte, elle défendait la France. C'est ce que se plaisait à dire Louis XIV. De son côté, Guillaume II, pendant la période de la fin de l'annexion allemande, disait que Metz défendait l'Allemagne. Ah, c'est une question de point de vue. C'est une question de point de vue, bien sûr. Quand on se promène dans les rues de la ville, on voit encore des bâtiments militaires. Il y a effectivement, cette ville est marquée par le fait militaire. Alors là, derrière, vous avez ce qu'on appelle le palais des gouverneurs. Ce bâtiment a toujours été donc un bâtiment militaire. Alors allemand au début, puis en 1919, il est redevenu le commandement français de la région militaire.
Ensuite, pendant la deuxième période de l'occupation allemande, c'est devenu la commandanture. Et en 1945, c'est donc redevenu le siège du commandement territorial militaire français. Et aujourd'hui encore, c'est le siège donc de l'état-major de la zone de défense et de sécurité Est, enfin du commandant de cette zone, qui réside ici et qui a quelques services avec lui. Est-ce qu'on peut être militaire et avoir la foi? Alors avoir la foi, oui, je le pense, très sincèrement. Il n'y a pas d'ambiguïté ni d'antinomie entre le métier militaire et la foi. Et par ailleurs, je crois que la nature même de notre métier nous invite à cette réflexion sur la foi au travers du rapport que nous avons à la mort. Parce que nous sommes en permanence confrontés à ce risque de la mort reçue ou de la mort donnée, et il nous faut réfléchir à cela. Et la foi est dans ce cas-là une aide, je pense, assez précieuse. Et c'est une des singularités militaires. Nous pouvons d'une part effectivement transgresser la loi, qui était aussi une loi divine, donc de pouvoir donner la mort, et d'un autre côté, nous recevons cette mort comme conclusion ultime de notre contrat d'engagement. Cet engagement, il n'est pas de plus bel amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ça a été effectivement, de manière sublime, celui du Christ, mais c'est également, évidemment, le nôtre, parce que quand nous aimons notre prochain, celui qui est d'abord notre voisin, notre concitoyen, notre famille, eh bien, nous sommes capables de nous engager sur ce plan-là. Bonjour Isabelle. Bonjour Christelle. Je vous présente Bonjour. Xavier, qui est militaire à la retraite. Enchantée. Je vous présente Isabelle, qui nous a invités aujourd'hui pour découvrir l'ensemble Mozart, c'est comme ça qu'on dit? Voilà, c'est ça. En fait, c'est de l'œuvre sociale protestante. C'est ce pâté d'immeubles. Là, tout ça, là. Qui comprend pas mal d'activités, parce qu'à l'origine, c'était une maison des associations et ça l'est resté. Hein. Il y a un foyer de jeunes travailleuses, une maison pour maman mineure, une salle de spectacle et une épicerie solidaire. Donc ici, c'est l'épicerie. Voilà. Et par derrière, on a un vestiaire et une librairie participative, un point du don. Et notre public, ce sont les parents isolés, les jeunes travailleurs précaires. Qu'est-ce qui vous fournit en produits? Vous Oui. récupérez ça auprès des grandes surfaces On est adhérent à la Banque alimentaire et on a des magasins partenaires. On reçoit des dons, on fait des collectes. Voilà. Donc ça veut dire que l'épicerie tourne aussi essentiellement grâce à la solidarité de donateurs. Oui. Il y a un suivi social, il y a un suivi administratif, il y a un suivi psychologique, un suivi médical. On essaie quand même de mettre toutes les chances du côté de la personne. Les vêtements, on les vend à tout le monde, mais on a des tarifs différents. Donc ici, on se trouve dans le vestiaire seconde main, qui sera ouvert à tous les publics. Et en fait, là, c'est vraiment de l'anti-gaspillage, notre propos. Hein. C'est de réduire la consommation, réutiliser, réparer. Hein. Et surtout pour les vêtements enfants, on a vraiment des très jolies choses. Et si je voulais venir pour acheter des choses pour mes petits-enfants, je pourrais. Ah oui, avec plaisir, avec Vous plaisir. en avez combien, les petits-enfants? 3. Et alors, ils ont quel âge? Eh bien, ils ont entre 4 ans et 18-20 mois. Alors, Voilà. vous avez quelque chose à lui proposer? Ce sont des filles. Oui, oui. Ah ben voilà, Petite 18 fille. mois. Oui, 18 parce que mois, très bien. Un chat, petite elle aime le fille. chat. Vous voyez que les Après, vêtements... on peut les habiller en bleu, les filles aussi. Hein. Voilà, vous voyez que les vêtements ne sont même pas portés souvent. Donc 5 €, je pense que vous avez des affaires à faire là. Bah, écoutez, on va voir ça. Merci beaucoup de m'avoir Bon. accompagné. Bah, Merci. merci à vous. On vous laisse regarder. Merci. Au revoir Xavier. Au revoir. Ça fait combien de temps que vous vous êtes investi dans l'épicerie solidaire? Ça fait 6 ans maintenant. Ça Vous fait avez- 6 ans plus à peu près 1 an de montage de projet.
C'est vous qui avez tout monté. Oui, bon, maintenant c'est un travail d'équipe. Pour la rédaction du départ, pour donner la direction, j'étais un peu seule, mais l'œuvre sociale protestante a mis à disposition le local. Et en fait, le local, avec ses contraintes, a permis de définir le projet, de l'affiner, de l'ajuster, pour que ce soit en cohérence avec le reste. Et après, on a souhaité être en cohérence avec la société. C'est la devise qui est marquée là, réduire sa consommation, réutiliser les plastiques, recycler. Oui, c'est ça, c'est les moyens d'y parvenir. Réduire la consommation, c'est un des moyens. Réutiliser au maximum tout et recycler, réparer, oui. Les 3 R. Les 3 R. Et pour vous, ça, c'est un combat important? Ah oui, c'est primordial parce qu'il faut que les choses soient, il faut que les choses fassent sens. Si on faisait pas de la seconde main, si on faisait pas de l'anti-gaspillage, si on faisait pas du zéro déchet, le projet serait pas intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, merci pour votre intérêt. C'est pas tous les jours qu'on visite des lieux comme ça, donc vraiment merci beaucoup. C'est gentil d'être passé. Je vous propose peut-être de rencontrer encore les jeunes filles de la maison maternelle, puisque c'est une structure assez rare, cette maison pour mamans mineures, en fait. Ça veut dire que vous accueillez des jeunes filles qui sont mamans alors qu'elles n'ont pas 18 ans? Voilà, oui. Elles arrivent généralement enceintes. Elles sont placées par les centres départementaux de l'enfance. Et en fait, nous, on fait un accompagnement assez long puisqu'on les suit jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et elles sont dans les étages au-dessus, c'est ça? Oui, oui, c'est très grand. Je vais vous accompagner. Bonjour. Bonjour. Et bonjour, toi. Elle s'appelle comment? Aïssa. Et elle a quel âge? 4 mois le 30. Ah. Salut. Ça fait combien de temps que tu habites ici, dans ce foyer? Juste un mois avant sa naissance. Donc ça fait 5 mois à peu près. C'est ça. Comment ça se passe, en fait? T'as une chambre à toi? Il y a d'autres personnes qui vivent ici? Oui. Alors, actuellement, il me semble qu'il y a 9 autres jeunes mamans. On a chacun notre studio assez grand, avec le lit bébé, et après, c'est à nous d'équiper le reste. Et ça se passe bien, la vie ici? Oui, ça va. Franchement, c'est agréable. Comment t'as connu cet endroit? Comment t'es arrivée ici? En fait, de base, j'étais placée au foyer, au CDE, au Centre départemental de l'enfance, quand j'étais plus jeune, depuis mes 13 ans. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré le père de la petite. Et par la suite, j'ai fait d'autres foyers et il n'y avait pas de place en fait pour le bébé. Du coup, on m'a présenté le foyer Mozart. Parce que c'est des foyers pour mineurs? C'est ça. Et avec un bébé, c'est pas possible. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Mes projets déjà en premier plan, c'est mon chéri va bientôt avoir sa majorité, donc on se prend un appartement ensemble, qui puisse rentrer dedans, et après moi par la suite aussi en août. Et moi je voudrais faire une formation, soit dans la petite enfance ou soit dans l'esthétique. Est-ce que ici vous êtes toutes les mamans, vous êtes bien accompagnées pour aller vers ce projet de vie, construire? Oui, on a chacune une référente qui nous aide. On dit ce qu'on a besoin et elle nous aide pour quand on doit partir, tout soit bien au clair et que ça soit bien, quoi. Mais par exemple, ça peut être des conseils sur les formations à suivre ou c'est des conseils au sujet du bébé? Surtout, vous êtes professionnellement, avec les bébés, surtout. Merci beaucoup. De rien, il n'y a pas de quoi. Et puis bonne continuation à toutes les deux, à tous les trois, dans votre vie future. Merci beaucoup. Salut. Je dis au revoir. Bye bye. Ouais, vas-y, check. L'hôpital, le palais des congrès, un lycée, des écoles, des rues. Ici, le nom de Robert Schuman est incontournable. Et pour cause, ce grand homme a vécu à Metz. Il y a fait une grande partie de sa carrière politique. Alors ici,
Tout le monde connaît l'histoire de sa vie, au service de la construction de l'Europe dans un seul but, la paix. Un petit groupe s'est d'ailleurs constitué pour demander la béatification de Robert Schuman. Guylain Knepper en fait partie. Il vient de publier un livre sur la foi de Robert Schuman intitulé « La politique pour vocation ». Il nous a raconté l'histoire du plus célèbre des Messins. Robert Schuman est un homme politique français qui a œuvré en tant que ministre et président du Conseil sous la 4e République. Il a été aussi député et élu local ici à Metz et dans la région. Il est surtout connu parce qu'en tant que ministre des Affaires étrangères, en 1950, il a fait la déclaration qui fonde la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui est en germe ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne. En 1950, seulement 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les tensions étaient grandissantes entre la France et l'Allemagne. On croyait qu'une nouvelle guerre allait éclater. Et c'est à ce moment-là que Robert Schuman entre en scène dans une période qui n'est pas du tout favorable à une politique de réconciliation avec l'Allemagne. Et pourtant, c'est ce que Robert Schuman va proposer. Décider de sortir de cette logique d'humiliation, de rapport vainqueur-vaincu qui a prévalu à la fin de chaque guerre sur le vieux continent, pour en fait tendre la main, disait-il, à nos ennemis d'hier, non seulement pour pardonner, mais pour construire ensemble l'Europe de demain. Cette relation entre les États est quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait inédit, et qui se fonde sur la culture chrétienne de Robert Schuman. C'est un homme qui a grandi dans un cadre chrétien privilégié, avec une mère très pieuse, qui lui a enseigné le sens de la prière, le sens des sacrements, les lectures pieuses, qui a aussi souhaité que son fils n'ait pas seulement une foi du cœur, mais qu'il ait aussi une foi de l'intelligence qui soit nourrie par l'enseignement de l'Église. Je dirais que la doctrine a structuré sa vision politique d'une société avec les grands principes de la doctrine sociale de l'Église, la solidarité, le bien commun, la fraternité, la recherche d'un bien suprême, et d'un autre côté la vie de foi qui, elle, a nourri l'homme chrétien Robert Schuman, qui allait à la messe tous les jours, qui disait son bréviaire tous les jours. C'est justement ce balancier entre l'enseignement intellectuel qui va nourrir sa vision politique et sa vie de foi enracinée dans le Christ par les sacrements et par la prière qui vont faire de Robert Schuman l'homme politique tout à fait inédit qu'il a été. En écrivant ce livre, j'ai redécouvert un nouveau Robert Schuman. Je suis entré dans l'intimité de sa personne et c'est ce que j'ai voulu donner à voir, le chrétien. La politique, c'est le champ de la plus vaste charité, selon l'enseignement de l'Église. Et Schuman, lui, en servant les citoyens, en servant en politique, il a surtout cherché à servir le Christ et à être avant tout un fils de l'Église et un fils de Dieu. Moi, en tant que chrétien, j'ai parfois tellement de mal à allier notamment la prière et mon devoir d'État. Quand je vois un Robert Schuman avec l'agenda ministériel qui était le sien être capable, pour moi, c'est un défi extraordinaire et en même temps une source d'espérance parce que si lui y est arrivé, ça veut dire que d'autres hommes et d'autres femmes peuvent y arriver aussi. Et en suivant Robert Schuman, on emboîte les pas dans quelqu'un qui a lui-même voulu suivre le Christ. Donc en suivant Robert Schuman, j'ose croire qu'on suit aussi le Christ. Bonjour Nathalie. Bonjour Christelle. Il est magnifique ce théâtre. Vous le connaissez bien, vous? Je le connais bien, effectivement, il est magnifique. Ça fait plus de 30 ans que j'y travaille et j'ai beaucoup de chance. Il date de quand ce théâtre? Alors il date de 1752, donc 18e, ce qui en fait le plus vieux théâtre de France, encore en activité. Donc il n'a jamais cessé son activité, y compris pendant le XXe siècle. Ce qui n'est pas le cas de tous les théâtres de France à cause des guerres. Puisqu'ici, eh bien, c'était l'Allemagne. Et aujourd'hui, l'Opéra Théâtre de Metz, c'est combien de personnes? Alors c'est plus d'une centaine de personnes qui travaillent avec beaucoup de corps de métiers différents. C'est-à-dire qu'il y a ici dans ce théâtre des ateliers de décors, de costumes, et puis du personnel artistique, un chœur, un ballet. Voilà. On peut les visiter, ces ateliers de décors Alors j'ai une répétition, donc vite, mais on peut. Ok, vite fait, on y va. Alors nous voilà dans le hall d'accueil du public, le hall cheminée.
Bonjour Christelle. Bonjour Marie-Aurore. Bonjour Nathalie. Donc Marie-Aurore est pianiste du ballet ici, dans cette belle maison. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors, je suis pianiste ici depuis 29 ans. Donc ça, ce poste-là, c'est un métier qui existe dans tous les opéras de France? Et non, c'est un métier un peu privilégié et un peu presque, oui, c'est ça, unique ici déjà à Metz. Et puis en France, on n'est pas beaucoup. J'ai des collègues à Avignon, aussi du côté de Nice et puis Toulon. Et c'est chouette comme métier? C'est un métier de pianiste où on peut faire un peu tous les genres de musique tous les matins. C'est-à-dire qu'avec la musique, j'accompagne le mouvement des danseurs. Et la maîtresse de ballet me montre ce qu'elle a envie d'entendre, ce qu'elle a envie de voir. Mais parce que vous improvisez? Alors, c'est ça, on va dire, je bidouille un petit peu les partitions. Je transforme les musiques pour qu'elles soient le plus près possible de la demande de la maîtresse de ballet. Donc ça fait 29 ans que vous créez des musiques nouvelles chaque jour, en fait? Que je les distore, que je les reforme, que j'en fais des nouvelles, oui. Et toujours avec le même plaisir, le même enthousiasme. Et vous, votre poste ici, c'est quoi exactement, Nathalie? Alors moi, je suis la chef de chœur. Donc ici, il y a un ballet et aussi un chœur, donc 24 choristes permanents. Donc dans le chœur, j'ai beaucoup de gens qui ne sont pas originaires de Metz, qui sont de tous les pays, parce que la musique, c'est un langage universel. Dans cette émission, on essaye de partir sur les traces de Jésus dans la ville de Metz. Par exemple, qu'est-ce qui vous inspire dans son histoire, dans les évangiles ou dans la vie qu'a pu mener Jésus? Déjà d'appeler Jésus par son prénom. Je suis catholique et souvent c'est Seigneur, Jésus le Christ. Rarement Jésus, sauf au catéchisme quand on a 8, 9 ans, 10 ans. Donc je pense déjà de parler de Jésus, ça me rappelle un peu mon enfance. Après, c'est une foi qui a été transmise par mes parents. Donc tous mes frères et sœurs et moi-même, on a été nourris, élevés avec Jésus, mais sans en parler vraiment au quotidien, puisqu'il fait partie finalement de notre vie. On est tombé dans la marmite de la foi catholique quand on était petit. Tout le monde met un peu ce qu'il veut sur le nom de Dieu, mais pour moi, Dieu, c'est le visage de Jésus dans les évangiles. C'est-à-dire avec toute sa compassion, son amour, l'attention aux autres, la dignité, le respect. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le quotidien par rapport aux échanges avec mes collègues, mes amis, dans la famille. C'est pour Jésus, oui. Pour Jésus et moi, c'est ça, cette relation. Visage de Dieu. Visage et incarnation. Et incarnation. Alors ça, je trouve que c'est un mystère et quelque chose de transcendantal, comme ça, de savoir que Dieu s'est incarné dans une personne humaine. C'est quelque chose qui me pose question. Je trouve ça plus que grand. Ouais. Et vous, Nathalie? Moi, tu parlais, Marie-Aurore, tout à l'heure du catéchisme quand on était enfant. Et c'est vrai qu'il y a une phrase qui me vient, c'est Jésus, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Alors quand j'étais petite, c'était une phrase magique, un peu comme ça, parce que je la comprenais pas. Un peu mystérieuse. Le verbe, pour moi, c'était manger ou... Sujet, verbe, complément, voilà, c'est en ça. grammaire. Aujourd'hui, c'est une phrase que j'aime bien. Qui est toujours magique finalement. C'est la parole vraiment qui est finalement présente, qu'on peut entendre partout, si on le souhaite. Et donc qui se fait chair, ça veut dire que c'est aussi l'incarnation qui vous interpelle? Oui, tout à fait. On est à la période de Noël. Est-ce que c'est une fête qui est importante aussi pour vous, cette fête de la naissance de Jésus? Mon papa a été né en 1928 en Meurthe-et-Moselle, donc c'était Saint-Nicolas qui venait dans les maisons. À Noël? Alors non, Saint-Nicolas. Mais c'est lui qui apportait le 6 décembre, voilà, et c'est lui qui apportait des présents aux enfants. Et donc on avait on avait des cadeaux à Saint-Nicolas et à Noël. Et alors vous, Marie-Aurore, plutôt Jésus ou plutôt Saint-Nicolas? Les deux. J'ai la chance. C'est la bonne affaire. C'est le saint patron de la Lorraine, c'est bien ça? Voilà, d'ailleurs, moi j'ai continué cette tradition avec mes enfants, qui continuent même grands à mettre une carotte devant la porte. C'est pour Saint-Nicolas, la carotte? Non, c'est pour son âne. Il a l'air formidable, ce Saint-Nicolas. Oui, et si vous êtes intéressé par Saint-Nicolas, je vous conseille de faire un petit tour du côté des loges, de la loge coiffure et maquillage. Là, dans l'opéra? Dans l'opéra, il y a une petite surprise.
Ouais, je vais aller voir, merci beaucoup. Et bonjour Saint-Nicolas. Bonjour. On vient justement de me parler de vous. Ah, et on vous a dit beaucoup de bonnes choses, de belles choses. Bah, en fait, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous êtes si populaire ici. Ah, ici, c'est particulier parce qu'en fait, Saint-Nicolas est le patron de la Lorraine. Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter votre légende? Il y a très très longtemps, 3 enfants sont partis glaner au champ, ramasser des légumes dans les champs, et puis en rentrant, la nuit venant, ils se sont perdus et ils se sont arrêtés dans une maison où il y avait un peu de lumière. Ils ont frappé à la porte, ils sont entrés, et puis là, un monsieur les a fait entrer et les a kidnappés, et l'histoire raconte qu'il les a coupés en morceaux, mis dans un tonneau pour faire du petit salé. Puis un jour, je suis passé par là, et puis je me suis dit, il se passe quelque chose. Alors j'ai frappé à la porte, le monsieur est sorti, et c'était un boucher. Je suis rentré, j'ai vu les tonneaux, je me suis dit, il se passe quelque chose. J'ai posé 3 doigts sur les tonneaux, et les 3 enfants ont ressuscité et sont revenus à la vie. Alors moi, suite à ça, j'ai emmené le boucher avec moi, et avec mon âne, et le boucher est devenu le père Fêtard. Et depuis, vous êtes le saint patron des enfants. Oui, je suis le saint patron également des marins. Alors en fait, mais j'avais toujours dans l'esprit et devant moi cette image de Jésus. Et Jésus, pour moi, c'était forcer mon admiration. J'étais admiratif de tout ce qu'avait fait Jésus. Et un jour, j'ai décidé d'aller marcher dans les pas de Jésus. D'aller marcher dans les pas de Jésus, je suis donc parti à Jérusalem. Et pour y aller, j'ai pris un bateau. Et puis il y a eu une tempête effroyable. Les marins ont eu la peur de leur vie, ont cru qu'ils allaient y passer. Alors j'ai dit, bon, j'ai regardé la mer, j'ai tendu les mains, j'ai posé mes doigts, la mer s'est calmée et on a pu accéder jusqu'à Jérusalem en toute sécurité. Et depuis, en fait, les marins, pareil, m'acclament et je suis également le patron donc, des marins. Et alors, si vous marchez dans les pas de Jésus, est-ce que ça veut dire que si je vous suis aujourd'hui, je vais peut-être percevoir quelque chose de lui dans votre sillage? C'est pas impossible. Saint-Nicolas, au début de l'Avent, nous met en route vers Noël, vers la naissance de Jésus. Et puis 15 jours après Noël, c'est la fête de l'Épiphanie, le jour où les rois apportent leurs cadeaux à Jésus pour fêter sa naissance. Toute cette période est célébrée joyeusement entre décoration et tradition, particulièrement ici, en Moselle. Petit florilège avec Pascal Floss, historien, directeur des archives de Saint-Avold et passionné de toutes les traditions de Noël en Moselle. À partir du XVIIIe siècle, un autre personnage va apparaître.
C'est ce qu'on appelait chez nous le Christkind ou l'enfant Jésus, qui est un personnage qui nous vient des pays protestants du XVIe siècle. C'est une réflexion de Luther en vers 1535-1536, puisque les protestants ne reconnaissaient pas Saint Nicolas. Et donc, on invente un personnage qui est en fait une jeune fille, souvent de blanc vêtue. C'est souvent un ange qui viendra donc discrètement rapporter quelques menus cadeaux aux enfants dans la nuit du 24 au 25 décembre. Alors, cette nouvelle tradition, elle part des pays protestants. Elle sera récupérée aussi par les catholiques. Oui, donc on a une photo de l'enfant Jésus. Je l'ai connu encore, puisque dans les années 60, 70, c'était ma grand-mère, déguisée en enfant Jésus, qui venait le soir de Noël. On a eu une trouille, enfin une peur bleue. Et nous étions dans le salon, à côté du sapin de Noël, et on avait l'enfant Jésus qui venait et qui nous admonestait, qui nous demandait si on avait bien travaillé à l'école, si on n'avait pas fait trop de bêtises dans l'année. Et nous, on était presque à genoux, on priait, et elle nous remettait des petits cadeaux, puis elle repartait. Enfant Jésus qui, maintenant, est remplacé de plus en plus par le Père Noël, qui n'est plus du tout un personnage religieux. Père Noël qui nous vient donc des États-Unis. On se souvient tous des GIs qui fêtaient Noël en Moselle en 44-45 avec le Father Christmas, qui était le Saint-Nicolas transformé. Puisque le Saint-Nicolas a été apporté par les émigrants de l'Europe du Nord-Ouest aux États-Unis. Et les États-Unis sont majoritairement protestants. Donc, et très rapidement, dès 1828-1830, on transforme ce personnage qui n'est plus l'évêque, qui perd tous ses attributs, la mitre, la crosse, et qui devient ce personnage bedonnant, sympathique aussi. Une marque de soda connue dans les années 1930 lui a donné ce vêtement rouge, alors qu'avant, il y avait des Pères Noël qui avaient un vêtement vert. Le Noël lorrain, au départ, est très simple. Donc, il n'y a pas de sapin de Noël, c'est-à-dire que la famille se réunissait le 24 au soir dans une grande pièce, on appelait la Gottstube, c'est là qu'il y a l'âtre, le feu dans et le père bénissait une bûche. Une bûche qui était souvent du noyer, en prenant un peu d'eau et de vin, et cette bûche se consumait dans l'âtre. Les cendres étaient ensuite dispersées dans l'étable, dans la maison. Ça apportait une protection. Le sapin de Noël, il va être introduit en Moselle par les Allemands après 1870. Ils ont déjà la tradition du sapin de Noël, qu'il soit catholique ou protestant. Et ce sapin de Noël va remplacer la bûche de Noël, la tradition de la bénédiction. Sauf que cette bûche, elle va réapparaître en dessert. Et c'est un pâtissier français qui trouve cette idée géniale. Donc la bûche de Noël apparaît chez nous, on va dire, après-guerre et surtout dans les années 60. Un autre moment extrêmement important, et surtout en Lorraine et en Moselle, c'est l'Épiphanie. Vous avez donc les rois mages, qui est une tradition qui est médiévale, qu'on retrouve dès le XIVe siècle. Alors il y a une photo qui est un peu floue, de 1969, où on a effectivement, je suis à gauche, là. On faisait le tour des maisons, pour aller chanter. En Moselle, nous avons deux chants traditionnels qui font un peu penser à des mystères du Moyen-Âge, qu'on jouait sur les parvis des églises. On chante et on mime ce qui s'est passé, c'est-à-dire les trois rois mages qui rencontrent Hérode, ensuite l'adoration des mages, déguisés. Alors, il y a trois personnages, Caspar, Melchior et Balthazar, qui représentent les trois continents qu'on connaissait au Moyen-Âge, puisqu'on ne connaissait pas le continent américain. C'est donc l'Asie, l'Europe et l'Afrique, et ils bénissaient la maison. Nous avons encore cette tradition, je fais venir après de chez moi pour bénir la maison, toujours au début de l'année, à l'Épiphanie. Ou alors au mois de janvier, durant le temps de Noël. Bonsoir. Bonsoir.
Alors ça y est, les rois arrivent dans la crèche? Oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, il n'y en a que 2 encore. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un 3e qui va arriver. Et même à la cathédrale, il y en a eu déjà un 4e, des fois. Bon, c'est une particularité. 4 rois mages. Oui, parce que dans les textes religieux, le nombre de rois n'est pas forcément désigné. Et donc, pendant longtemps, une religieuse qui faisait la crèche, avant que j'ai pu aider, mettait en scène un 4e roi mage pour souligner le fait qu'on n'ait jamais défini le nombre de rois mages. Pourquoi vous faites ça? Au moins, ça permet d'accompagner les personnes pendant le temps de Noël, le temps de l'Avent. Et puis, ça réincite aussi les spectateurs à venir. C'est pas forcément une crèche statique. Et pour vous, ça représente quoi, les rois mages? Les rois, c'est une fête artistiquement parlant qui est intéressante pour nous à mettre en scène. Mais d'un point de vue religieux, c'est vraiment de célébrer une nouvelle fois la naissance du Christ et de les présenter aux rois qui sont venus l'admirer. Donc, étymologiquement, on dit que c'est l'apparition à la surface de la terre. Donc, c'est vraiment cela qu'on a envie de célébrer, enfin, du moins pour moi. C'est un sacré travail quand même. Oui, mais qui se fait avec passion et plaisir. Donc, on n'en a pas forcément la conscience. Bonsoir. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que c'est que tous ces gâteaux? Ça, ce sont des bredele. Bredele, c'est le mot générique qui qualifie l'ensemble des petits biscuits alsaciens, des petits biscuits traditionnels. Bredele. Le mot complet, c'est Weihnachtsbretel. Weihnacht, c'est Noël, et bredele, ça veut dire petit biscuit en alsacien. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que je suis? Bienvenue dans notre famille. On est justement en train de confectionner des bredela. Donc, vous êtes la bienvenue pour nous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez que je le noue? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, on est en train de faire la pâte. Une fois que la pâte sera faite, on vous laissera découper des formes. C'est vous qui avez fait tout ça déjà? C'est ma maman. Bravo. Oui, c'est la tradition chez nous. Ils un ont Noël tous un- sans bredele, ça n'existe pas. Fanny est encore apprentie. Elle Oui, n'a pas j'ai trop la moins main. l'habitude que maman de faire des bredela. Et c'est important pour vous d'apprendre? Ah oui, c'est important d'apprendre parce que mes parents prennent de l'âge et que j'ai envie de transmettre ça à mes enfants, de prendre le relais. Oui, c'est important. Maman chante dans une chorale et habituellement, il y a une veillée de l'Avent. Et après cette veillée, il y a un échange, un moment convivial avec dégustation des bredela. Et du coup, là, c'est l'occasion, moi, c'est la sorte que j'ai fait et de goûter les bredela des autres. Le temps de l'Avent et puis les fêtes de Noël, ça représente quoi pour vous? Ça représente à Noël, on fête la naissance de Jésus. Et Jésus, dans nos vies, est important. C'est, je dirais, un moteur. Un moteur? Un repère. Un repère, c'est peut-être plus juste. Un repère dans nos vies. Donc, le temps de l'Avent, c'est important parce qu'on prépare sa venue avec les enfants. Oui, c'est ce qu'on a essayé d'inculquer à nos enfants. Jésus, c'est vrai que dans notre famille, on prie beaucoup, comme elle a dit ma femme, avant chaque repas et tout. Et c'est vrai que c'est quand même un soutien quand on est bien ou moins bien. Et puis voilà, quoi, on se retourne vers nos croyances et puis donc vers Jésus, quoi. Et c'est vrai que des fois, on peut se sentir mieux après un culte ou n'importe. Eric. Tu veux un gâteau? Tu veux goûter un gâteau? Allez, Marceau. Est-ce que tu en veux un autre? Goûte-en encore un. L'étoile? Ah bah. Ouais, je vais prendre celui qui est tombé. Moi. Je vais prendre le petit cœur. Ah bah, il Un est tout plein petit peu d'épices. trop cuit, mais le goût est très bon. C'est que je vais ouvrir. Bonjour. Guten Abend. Ja, een beetje. Ah, super. Ja, merci.
Es kommen drei Weisen auf dem Morgenland. Sie reichen einander die Köpfchen an. Sie reichen einander die Köpfchen an. Oder Sprachen verhandeln sind. Ihr lieben drei Weisen, wo wollt ihr hin? Ihr lieben drei Weisen, wo wollt ihr hin? Der Stern soll umgehen. Wir wollen heute Abend noch weitergehen. Wir wollen heute Abend noch weitergehen. Bon, et alors vous êtes qui en fait dans les rois? Ben, moi, je suis Melchior. Gaspard. Gaspard. Comment vous vous répartissez les rôles? Ben, c'est de tout temps, c'était comme ça. De tout temps, ça fait combien de temps que vous faites ça? Une trentaine d'années. Enfin, on a commencé en 1984, 85. Ah oui, ça fait un moment. Et tous les ans, vous faites la tournée des maisons? Tous les ans, on fait la tournée des maisons. Qu'il pleuve, qu'il neige, on fait toujours les rois mages à l'Épiphanie. Et les rois mages, ça représente qui pour vous? La fête de l'Épiphanie, c'est quoi? C'est une grande fête? C'est une grande fête, oui, et surtout pour cette période de Noël qui est quand même une période de joie, de bonheur, et donc on a voulu apporter ça aux gens en passant devant les maisons. Et ça a l'air plutôt sympa là, la tournée, là. Les gens vous accueillent bien. Absolument. C'est la fin de notre émission spéciale qui vous a été proposée par Présence Protestante et le Jour du Seigneur. Merci à toutes et à tous de m'avoir accompagné sur les traces de Jésus à Metz. Et je vous laisse avec cette question aussi. Pour vous, qui est Jésus? Que représente-t-il dans votre vie au quotidien? Je vous souhaite une très joyeuse fête de l'Épiphanie et une bonne année.